Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de la série d'interviews sur les entrepreneurs à succès qui nous fait de leur hypersensibilité une force. N'oubliez pas qu'il y a d'autres interviews sur la chaîne YouTube et vous pouvez, pour plus d'interactions entre nous, vous pouvez vous abonner, vous liker, commenter, questionner. Et aujourd'hui, dans cette série d'interviews, j'ai le plaisir de recevoir Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors Olivier, pour mieux faire connaissance, je sais pas, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, enfin les choses importantes pour mieux te connaître. Ok, alors moi je m'appelle Olivier Combe avec un S et j'accompagne les personnes sensibles, les hypersensibles à se libérer de leur blocage émotionnel, des peurs, des phobies et ça avec une méthode très simple, très rapide qui va vous permettre de trouver cette sérénité que les gens cherchent et cet apaisement souvent pour être bien dans ses baskets en fait, pour gagner en confiance en soi. Voilà, voilà un petit peu ce que je fais. Comment j'y suis arrivé à ça? Oula, ça, voilà, le premier déclic, ça a été mes enfants, en fait, qui m'ont fait tomber dans le développement personnel. C'est eux, parce que, bah oui, les colères, voilà, je me mettais un peu en colère des fois, je criais. Et ça, ça allait pas avec ma vision de l'éducation bienveillante. Donc voilà, ils m'ont amené à découvrir des choses. J'ai travaillé sur ma colère, sur mes émotions. J'ai découvert justement cette hypersensibilité. Et puis, petit à petit, avec tout le travail que j'ai fait, j'ai réussi à en faire une force aujourd'hui. Et je suis plutôt un hypersensible heureux et heureux de l'être surtout. Donc, voilà. Voilà, donc il existe des hypersensibles heureux voilà, et si on ne l'a pas été, on peut le devenir, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Euh, et ton hypersensibilité, en fait, tu l'as découverte comment? Il y a eu, c'est progressivement, il y a eu ou un déclic ou Alors, en fait, j'ai pris conscience de mon hypersensibilité pendant un coaching. Je me faisais coacher pour justement développer mon activité sur Internet et tout ça. Et alors, on cherche, quand on est dans ce domaine-là, on cherche les cibles, on cherche à qui on parle. Et finalement, je me suis aperçu que voilà, cette hypersensibilité, les hypersensibles, c'est les gens qui venaient à moi. Et finalement, parce que j'étais hypersensible. Donc, c'était quelque chose que j'avais toujours en moi, un peu différent. Je me sentais différent des autres. Voilà, c'est vrai que je pleurais, j'étais émotif. Voilà, j'avais plutôt des débordements émotionnels. J'étais un enfant alors colérique, timide. Et je savais pas trop d'où ça venait, je savais pas trop, je ressentais des choses, mais je savais pas trop quoi en faire. Et finalement, c'est lors de ce coaching que je me suis aperçu, ah mais oui, mais moi, oui, j'accompagne des hypersensibles, oui, j'accompagne des gens émotifs, mais c'est parce que je le suis moi. Et voilà. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et j'en avais vraiment déjà fait une force, mais parce que j'avais réglé plein de problèmes justement. Pour moi, l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, ça va très souvent de pair. C'est aussi une capacité aussi différente, des perceptions différentes des autres, une façon de voir les choses différentes. Voilà, le fait d'être différent. Donc c'était ça que j'avais identifié. Et donc avec ma coach, voilà, j'ai pris conscience de ça et du coup après j'ai pu vraiment remettre le puzzle en place et toutes les choses vraiment à leur place. en quelque sorte, tu as eu besoin d'une aide extérieure pour mettre un mot sur ce que tu vivais. Ouais, enfin oui, j'ai eu besoin d'une aide extérieure. C'est vrai que c'est toujours différent et c'est toujours intéressant d'avoir cette vision extérieure. Ça évite qu'on soit toujours dans le même angle et se répéter parfois les mêmes choses et de pas voir des fois quelque chose qui est sous notre nez. Donc même si je connaissais le mot, comme je te dis, j'accompagnais des hypersensibles, mais pour moi, c'est vrai que j'avais pas forcément fait ça. Comme c'est un peu comme le déclic. Je me rappelle de personnes à haut potentiel, on appelle ça des suréfficients mentaux, enfin on appelle comme on veut. Mes enfants sont comme ça et du coup j'avais été à une conférence sur le sujet avec mes deux aînés et pendant cette conférence, la discussion, c'était deux personnes qui présentaient et ils disaient que eux, il n'y avait pas vraiment aujourd'hui de théorie de preuve scientifique, mais que ce qu'ils avaient observé dans la pratique, c'est que quand il y a un enfant qui est au potentiel,
l'un des parents l'est aussi. D'accord? Ou les deux. Et donc là, forcément, j'ai tourné la tête vers la maman de mes enfants en disant, tu vois, c'est toi. Et elle a fait exactement la même chose en disant, voilà, c'est toi. donc, donc là, oui, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Mais encore une fois, ce regard extérieur, cette vision ou ce miroir qu'ont les autres, parce que je pense que les autres sont souvent un miroir. Et du coup, j'ai pris conscience de ça. Et forcément, tout ça, je trouve que va ensemble. Et petit à petit, j'ai pu développer, accepter cette capacité différente et donc cette perception des choses un peu différente. Voilà. Donc tu l'as accepté parce qu'avant, pour toi, tu n'acceptais pas. Non seulement tu ne l'identifiais pas, mais il y avait un problème d'acceptation. Oui, parce que c'est vrai que je le voyais pas forcément et l'accepter. Il y a un côté dans ce côté hypersensible, émotif de faiblesse, de vulnérabilité. Et d'accepter qu'on soit vulnérable, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, je pense que c'est une très grande force et aussi c'est pour ça que les gens viennent à moi et sont marqués et ça les touche. Parce que oui, je suis quelqu'un qui pleure, je suis quelqu'un de vulnérable. Voilà, je suis pas du tout parfait, loin de là. Même si j'ai dépassé des choses, je suis encore envahi par des émotions. Je suis encore, voilà, tout n'est pas rose, tout n'est pas lisse dans ma vie, et heureusement. Mais aujourd'hui, je sais, j'ai les moyens pour dépasser ça le plus vite possible et de la meilleure façon possible. Mais on est des êtres d'émotion, donc on est des êtres de sensibilité. Et pour moi, ce sens est hyper important aujourd'hui. Ça m'a permis aussi de développer une forme d'intuition, une forme de connexion avec les autres. On parle d'empathie, mais souvent on parle d'empathie chez les hypersensibles comme un défaut. C'est-à-dire qu'on absorbe, on est une éponge émotionnelle aux autres parce qu'on ne sait pas faire la part des choses et on ne sait pas, nous, travailler sur justement notre émotionnel à nous et que ça ne nous perturbe pas et que ça ne réactive pas des choses finalement. Comme je le disais, l'autre est souvent un miroir, il réactive des choses, il réactive des émotions passées, des mémoires traumatiques. Et donc, voilà, une fois qu'on a nettoyé, qu'on sait régler tout ça, eh bien, cette empathie, elle sert vraiment à être dans la pleine écoute et dans la perception de l'autre, sans pour autant s'identifier à l'autre et prendre la douleur de l'autre. C'est vrai que c'est une difficulté des hypersensibles. C'est un peu comme des éponges émotionnelles, voilà, de ressentir ce que les autres ressentent et ne pas forcément faire le tri entre nos émotions à nous et celles qu'on capte. On est un peu submergé, envahi. Et alors, voilà, c'est une hypersensibilité, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quelque chose je veux dire, à manier, à savoir utiliser. Donc tu parlais d'outils tout à l'heure, sans rentrer dans le détail. Ce serait quel type d'outils? C'est de la méditation, c'est de la relaxation? Alors ouais, tout ça, ça aide en fait, le fait de revenir à soi, le fait de revenir au corps. Donc moi, j'ai deux grands piliers en fait dans ce que moi j'ai utilisé pour moi et ce que je fais pour accompagner les autres. C'est vraiment toutes les parties d'outils de sophrologie, qui est vraiment une méthode qui a su synthétiser plein de choses qui viennent de la relaxation, de l'hypnose, du zen. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Le concepteur a vraiment synthétisé tout ça et je trouve que c'est un très bel outil. Je dirais, quand on est dans cette gestion, dans une construction aussi, dans un changement de notre vision des choses et de travailler sur la gestion émotionnelle. Je trouve qu'il y a un très bel outil. Et puis, il y a un outil encore plus intéressant, je trouve, qui est le nettoyage émotionnel, qui permet d'aller encore plus loin que la gestion. C'est vraiment de se libérer. Se libérer de ces traumas du passé, de se libérer de tout ça tous ces mémoires, comme je disais, mémoires traumatiques qui nous pourrissent la vie en fait, et qui sont juste des choses, des traumas de la très petite enfance, ou voire même in utero, voire du transgénérationnel. Finalement, on se moque d'où ça vient. Ce qui est important, c'est de le vivre et de nettoyer en allant sur le cerveau reptilien. C'est vraiment une méthode qui est très puissante parce qu'elle est une des seules qui va permettre d'agir sur le cerveau reptilien et de nettoyer. Pas contrôler le cerveau, on ne peut pas contrôler le cerveau reptilien, mais vraiment nettoyer les erreurs qui fait dans notre vie et qui se créent de temps en temps. Voilà, parce que tu t'es spécialisé dans le cerveau reptilien. Alors, nous avons tous un cerveau reptilien.
Alors c'est le cerveau en fait archaïque. Ouais, c'est le cerveau archaïque, c'est l'inconscient et c'est l'instinctif en fait. C'est vraiment celui qui s'occupe de notre survie. Lui, il s'occupe que de ça, comme les animaux. C'est la survie. Il règle tout et il gère tout ce qui est physiologique, tout ce que fait d'être en vie, même si on dort, même si notre conscient est à l'arrêt, eh bien lui, il gère tout ce qui se passe. Et finalement, il gère beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que l'on ne le pense. Et tout ça, c'est en arrière-plan, on ne le voit pas. Donc c'est vrai que souvent, on n'en a pas conscience, un peu comme moi, mon hypersensibilité. J'en avais pas conscience, mais une fois qu'on prend conscience de ça, et il y a une étude qui a été faite, en fait, c'est vraiment que toute question énergie, question de quantité énergétique qu'il nous faut pour gérer tout cet inconscient, en fait, il est énorme, il représente quand même 80% de notre énergie. Et c'était un truc qui est vraiment au niveau du cerveau, en plus, qui est très intéressant, parce que ils ont fait des études sur des personnes qui étaient justement en méditation, relaxation, quelle est la quantité énergétique qu'utilisait notre cerveau à ce moment-là, et quelle est la différence de l'utilisation énergétique dans notre cerveau quand on se concentre et qu'on essaye de résoudre un problème très complexe. D'accord? Donc on se dit, souvent on se dit, je réfléchis, j'ai la tête qui bouillonne, voilà, ça chauffe là-dedans, ça pompe beaucoup, beaucoup d'énergie. Et finalement, je vais te poser la question, tu penses que cette quantité d'énergie en pourcentage, ça représente combien quand tu te mets à te concentrer, que tu fais chauffer ton cerveau, ça va augmenter de combien ta quantité d'énergie? Quantité d'énergie consommée. Ouais, consommer. Alors moi j'ai l'impression que je consomme beaucoup plus d'énergie en fait. Alors je dirais que empiriquement, je dirais que ça double. D'accord. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça augmente que maximum de 10%. Ah ouais. La consommation énergétique. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a tout cet arrière-plan, il y a tout ce cerveau qui gère plein, plein de choses et on ne s'en rend pas compte. Mais oui, c'est ça qui nous bouffe en fait de l'énergie. Et notamment quand ça prend de la place, quand on est dans cette sensibilité, dans cette peur finalement, parce que pour moi, derrière se cachent des peurs, eh bien, on est sur le qui-vive, on fait attention à notre cerveau, il est toujours en alerte et ça nous pompe énormément, énormément d'énergie. Voilà. D'accord. D'où l'importance du cerveau reptilien, qui est peut-être archaïque, mais indispensable à notre vie et notre survie. Ah oui, oui, il est indispensable et c'est lui qui prend les commandes. Quand il y a quelque chose, de toute façon, c'est lui qui prend les commandes. On sait bien aussi dans les décisions, on sait que l'émotion joue énormément. Alors après, on raisonne en fait, les décisions qu'on prend émotionnellement, mais finalement, c'est toujours ça qui est en arrière-plan et qui dirige notre vie. Moi, j'aime bien dire nos émotions, toute cette partie du cerveau donc émotionnel et cerveau reptilien, eh bien c'est notre GPS. C'est lui qui nous donne les indications et notamment quand on est hypersensible, parce qu'on perçoit plein plein de choses et en fait on n'ose pas se faire confiance, on n'ose pas écouter justement cette intuition, ces choses qui pourtant nous disent non, non, ça il faut pas y aller. Ah oui, mais bon, on nous a dit que, on a fait que, notre éducation, la société nous incite à aller dire non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et finalement, on n'écoute pas cet instinct, on n'écoute pas notre sensibilité. Et c'est là où on fait la plus grosse erreur, je pense. Parce que quand on l'écoute, quand on sait l'écouter, qu'on a vraiment, comme je disais, fait le tri, nettoyé ce qui n'était pas nécessaire, il n'y avait pas raison d'être, et bien ensuite, c'est beaucoup plus simple de l'écouter, d'y aller et de suivre vraiment son instinct parce que c'est lui qui nous donne la bonne direction. Savoir s'écouter, c'est pas toujours si simple que ça, parce qu'il y a souvent un espèce de bruit de fond qui vient de la société, de l'environnement, de nos croyances, etc. Et c'est vrai que savoir s'écouter, c'est une grande qualité, mais c'est pas toujours très simple, parce qu'il faut éliminer le bruit de fond. Donc là, c'est... Alors, moi, j'ai une phrase que j'aime bien souvent. J'aime bien dire la vie et tout ça, tout ce que tu dis. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Et tu me dis, c'est pas toujours simple. Moi, je dis non. La vie, elle est simple. Ça, c'est simple. C'est pas toujours facile. Oui, pas toujours facile. Mais finalement, c'est simple. Les outils que moi j'utilise, ils sont très simples. Un enfant de 10 ans peut les utiliser. Donc, tu vois, voilà, c'est vraiment très, très simple, naturel. Mais
pas toujours facile, effectivement, quand on est dans ce débordement émotionnel, quand on est dans cette hypersensibilité, qu'on voilà, à fleur de peau, voilà, c'est compliqué de gérer et de vivre ça, eh bien oui, mais finalement, c'est simple pour en régler cette problématique. C'est simple quand on connaît et on maîtrise les outils. Voilà. Oui, c'est vrai, mais c'est l'outil lui aussi est très simple. Donc finalement, on se complique, on aime bien se compliquer la vie. Notre cerveau, il aime bien ça parce que il aime bien trouver des réponses. Et comme on se pose beaucoup de questions et souvent beaucoup trop, bah, il cherche plein de réponses et il y a plein de choses. Il y a ce bruit de fond. Une fois qu'on fait taire ce bruit de fond, les choses essentielles apparaissent. Et notamment les émotions sont là et on peut travailler dessus, les écouter, les laisser vivre et se libérer justement de celles qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Alors après, les hypersensibles, souvent on a l'impression qu'on est seul. Alors est-ce que tu as eu conscience qu'il y en avait d'autres ou moi, ouais, j'avais pas conscience. Je pensais, comme je te le disais, être différent et pas être comme les autres. Et finalement, aujourd'hui, j'ai pris conscience de ça. Et pour moi, on est tous hypersensibles. On est tous des êtres hypersensibles à plus ou moins différents degrés, à des périodes aussi de notre vie où on l'est plus ou moins. Mais finalement, cette sensibilité, en fait, elle est essentielle pour nous. Et qu'est-ce que c'est pour moi l'hypersensibilité? C'est une sensibilité au-delà de la moyenne, en fait. Et donc, c'est juste ça, cette sensibilité, cette perception des choses et de nos 5 sens, finalement. Parce que pour moi, j'aime bien revenir au corps. Et ce sont nos 5 sens. C'est de percevoir, parfois, on perçoit des bruits, des odeurs, on voit des choses un peu particulières, une vision un peu particulière, mais un peu ce troisième œil parfois chez certains. Eh bien, tout ça, c'est une sensibilité qui est un peu au-dessus de la moyenne pour certains ou très au-dessus pour d'autres, suivant nos expériences et comme je te le disais, suivant des périodes aussi de vie. Et des fois, voilà, on se sent plus sensible, on se sent plus hypersensible dans certaines périodes. Moi, j'ai vécu une séparation, un divorce, j'ai vécu des accidents dans ma vie, des choses. Et là, effectivement, on se rend compte qu'il y a une perception, une sensibilité qui est différente. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai qu'en plus, de parler des sensations, c'est vrai que c'est un moyen de revenir, je veux dire, à l'instant présent. Surtout aussi en méditation, la concentration sur la respiration, parce que les hypersensibles, on a souvent ce qu'on appelle le cerveau en étoile ou la pensée en arborescence. Donc ça nous emmène dans des contrées un peu étranges, et c'est vrai que des fois juste se recentrer, et ça permet d'être dans l'instant présent, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, et puis de s'écouter en fait. Ouais. Voilà, c'est fait partie des choses. Alors, de tout ça, on a fait. Oui, vas-y. Ouais, je pense que comme tu le dis, cet instant présent, il passe par le corps parce que c'est notre véhicule, c'est ce qu'on est là. C'est finalement le seul outil qu'on ait. Alors dans notre corps, il y a aussi notre mental, mais notre corps, c'est le seul outil qu'on ait à disposition tout le temps. Donc voilà, c'est notre premier outil. Donc oui, revenir au corps, revenir à ses sensations physiques du coup, parce que le corps il passe par les 5 sens. Donc c'est vraiment ça. On peut rajouter le 6e sens, donc l'intuition, mais finalement il est lié aux autres. Donc voilà. Ouais, quand on s'écoute, on a de l'intuition et ça se développe contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je ne suis pas intuitif, voilà, mais en fait, on s'aperçoit des fois on l'est intuitif, mais on n'ose pas écouter notre intuition. Donc c'est aussi, comme tu dis, un 6e sens très intéressant pour qu'on en prenne conscience et qu'on l'écoute. Alors hypersensibilité, donc tu en as fait un atout. Niveau pro, niveau perso, donc ça se passe comment? Vous dites que tu attires les gens comme toi un peu? Ouais, moi je pense qu'on attire, on résonne, alors on parle de la loi d'attraction, j'aime bien parler de la loi de résonance. On attire ce qu'on résonne en fait, c'est une question de résonance plus. Donc ouais, alors moi finalement je pense que le pro et le perso sont très liés. Parce que comme je travaille sur les émotions, on peut pas faire cette distinction. Les deux sont très liés, surtout dans nos métiers d'accompagnement. Je pense que c'est très lié. Donc oui, cette hypersensibilité, j'ai réussi à en faire une force
parce que, comme je dis, j'arrive à écouter les choses, donc à percevoir les autres, et puis aussi dans mon travail, les gens avec qui j'ai envie de travailler, les gens avec qui j'ai envie d'interviewer, parce que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube et j'interviewe des gens, donc je le fais au feeling, je le fais justement avec cette sensibilité, je sens que ça m'attire, donc je vais vers cette personne, et puis voilà, et c'est pareil pour les gens que j'accompagne. Il y a des gens à qui je vais dire non parce que je le sens pas, parce que je pense que je suis pas forcément la meilleure personne. Et puis ceux finalement, c'est quand même la grosse majorité que j'attire. Comme je te le dis, je rayonne, je résonne, et donc les gens viennent à moi parce qu'ils ont envie vraiment de se libérer, d'être totalement libre de ses peurs, de ses phobies, de ses blocages émotionnels. Et donc ils viennent avec moi naturellement puisqu'ils sentent aussi cette hypersensibilité, et souvent eux aussi le sont. Donc, c'est vraiment cette force de faire confiance à cette sensibilité, de l'accepter et d'y faire confiance. Voilà. Parce que souvent, l'hypersensibilité est souvent vécue comme un fardeau. Souvent, moi, c'est quand on dit plus jeune, il est hypersensible, comme en disant ça dans le ton de la voix, comme si c'était un gros défaut, quoi. Comme si tu disais, je sais pas, il est égoïste ou voilà, non, ou colérique, non, il est hypersensible, et comme si on nous collait une étiquette, on dit, zut, alors en fait, c'est un défaut, et quand on l'accepte, en fait, ça devient, alors pas forcément une qualité, mais un atout, une force, et tout est dans l'acceptation, en fait. Ouais, j'aimerais revenir sur le fait des étiquettes. C'est vrai on se met, enfin pour moi, on se met des étiquettes. Ça peut être les autres qui nous les donnent, hein, mais finalement, on a toujours cette responsabilité. C'est nous qui collons l'étiquette, on peut nous la donner, mais c'est nous qui prenons cette décision de la coller et de la garder surtout. Donc voilà, parce que ces étiquettes, tout ça, on peut changer. Moi, ce que j'ai appris en faisant justement tout ce travail, en travaillant sur le reptilien, sur le nettoyage émotionnel, eh bien qu'on peut enlever ces étiquettes et qu'on n'a pas un caractère qui est figé. Notre caractère, c'est pas, comme je te le disais, je suis pas timide, colérique. Non. Ça, c'est quelque chose que je me suis collé, mais on peut le décoller. On peut changer vraiment ça et changer son caractère. Une des erreurs, je trouve, souvent des personnes, et même dans le côté financier, dans le côté avec l'argent, c'est ces croyances qu'on ne peut pas changer. Que c'est comme ça et que c'est immuable. Et non, c'est absolument pas vrai. On peut vraiment tout changer. Il suffit juste de le décider, d'avoir les bons outils et ensuite faire ce travail-là. Un peu, il y a nous et l'argent et la relation qu'on a avec. C'est un peu pour reprendre un peu ce que faisait Jacques Salomé sur les couples. Dans les couples, vous êtes trois. Alors, c'est pas un ménage à trois comme dans les vaudevilles, mais il y a la personne A, la personne B et la relation qu'elles ont ensemble. Et souvent, dans ces accompagnements, ils symbolisent ça avec une écharpe qui relie les deux. Vous voyez, et donc, vous parlez de la relation. Alors là, justement, ça tombe bien, tu parles de relation à l'argent, c'est aussi la thématique de la chaîne. C'est que la relation à l'argent, ça en dit beaucoup de choses sur nous et ça influe beaucoup sur notre vie. Hein. Je vois que les gens ont la relation à l'argent, on va dire saine ou pas saine, ça influe beaucoup. Et toi, en tant qu'hypersensible, est-ce que tu as une relation particulière à l'argent? Je pense que j'avais une relation particulière avant parce que j'avais toutes ces peurs aussi, toutes ces croyances. Et comme tu dis, il y a nous, il y a l'argent, et puis il y a la société qui nous renvoie aussi des croyances sur l'argent, qui nous renvoie des choses. Et ça peut être hyper fort dans ta famille. Voilà. Moi, j'avais beaucoup cette croyance qu'il faut travailler dur et il faut travailler physiquement parce que mes parents sont paysans, maraîchers. J'ai des gens qui travaillent dans le commerce où voilà, fallait travailler physiquement, fallait avoir un travail physique pour gagner de l'argent et c'était comme ça qu'on gagnait de l'argent. Alors moi, au départ, j'ai fait plus d'études et j'étais plus dans un travail plus intellectuel puisque j'étais dans la recherche scientifique. Et ça, ça passait forcément mal. Alors, il peut y avoir une forme de culpabilité, de choses comme ça. Mais moi, j'ai travaillé là-dessus. Aujourd'hui, non, c'est pas une question. Bien sûr, il faut une question de travail pour l'argent, mais c'est pas aussi dual que ça. Et on peut gagner de l'argent sans rien faire pendant un moment, même si on a travaillé un peu avant. Après, il peut y avoir des revenus passifs, il peut y avoir des choses. On attire aussi les choses. Je pense que il y avait une peur aussi dans l'investissement. J'avais peur d'investir. Alors,
j'ai investi dans une maison, dans ma famille, un peu classique. Et ça, je dirais que c'est un peu autorisé. Mais investir sur soi, c'est pas quelque chose d'évident et que les gens disent, ah bah, pourquoi tu as dépensé de l'argent pour te former, pour te faire coacher. Voilà, moi, j'ai investi beaucoup d'argent là-dessus et finalement, j'ai gagné encore plus, même d'abord financièrement, mais après, j'ai gagné beaucoup plus en connaissance, moi, en connaissance de moi, en connaissance pour les autres. Et donc, j'ai pu aussi partager ça après et bien sûr vendre ça aussi parce que c'est aussi cette question, même si je donne plein de choses sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook et tout ça, je donne, mais forcément, ça revient encore plus fort. Donc, cet investissement, en fait, de faire en sorte que l'argent circule. L'argent, pour moi, c'est une énergie, c'est un moyen. Et ça va dans les deux sens. Il faut donner pour recevoir, il faut recevoir pour donner. Et souvent, il y a un de ces deux canaux qui est bloqué parce qu'on a une histoire, parce qu'on a des traumas, parce que on a cet émotionnel qui vient. Ah non, j'ose pas investir, j'ose pas donner de l'argent, j'ose pas voilà faire différentes choses dans sa vie. Moi, je l'ai vécu effectivement d'investir sur moi, c'était compliqué. Une fois que j'ai débloqué ça, que j'ai changé cette peur-là, eh bien, ça a beaucoup plus circulé et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. C'est vrai. Quand tu as dit, il y a la croyance que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Je me souviens d'une réflexion qu'on avait faite. Moi, j'étais dans la fonction publique, donc j'avais un travail de bureau et on m'avait dit, en fait, tu travailles pas vraiment puisque tu es dans un bureau. Et en fait, tu es assis toute la journée, t'es abrité, t'es au chaud, voilà. Donc c'est pas un vrai travail puisque t'es assis toute la journée. Ouais, parce que tu fais rien physiquement. On associait ce travail physique. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été le cas. Il a fallu faire un travail physique hein, pour gagner de l'argent. Il n'y avait que les nantis, que les bourgeois, enfin, voilà, les rois, les reines qui faisaient rien, qui gagnaient de l'argent sans rien faire. Eh bien, non, parce qu'eux aussi, ils avaient à gérer des choses. Et donc voilà. Mais c'est cette croyance, effectivement, qui est souvent très, très ancrée. Et c'est vrai que aussi, investir sur soi, on revient là-dessus. Alors comme une entreprise ou une collectivité investir sur ses employés, sur ses collaborateurs en les envoyant en formation, ça c'est tout à fait quelque chose de classique et de reconnu. Par contre, le fait qu'on puisse investir sur soi à titre personnel, là, c'est vrai que c'est tu pars encore en formation, voilà. Et en fait, non, il y a aussi un retour sur un investissement, le fameux ROI, comme on dit en anglo-saxon. Mais le ROI, il peut être monétaire, hein, mais il peut aussi être en qualité de vie, en changement de vie, en objectif atteint, enfin, en amélioration des relations avec soi et avec les autres. Et c'est vrai que l'investissement sur soi, c'est un investissement qu'on peut pas nous enlever. On peut pas nous enlever la personne qu'on est devenue, les connaissances qu'on a acquises et mises en pratique. C'est ça, c'est la différence entre le bien matériel que tu peux échanger, enfin vendre ou acheter. Eh bien, une fois que tu l'as acheté, tu l'as. Une fois que tu le vends, tu ne l'as plus. Alors que cette connaissance, si tu peux l'acheter et tu l'as, et après tu peux la vendre, mais tu la gardes toujours. Donc la connaissance, elle ne se perd pas par rapport aux objets matériels. Donc ça, c'est hyper important. Et en plus, la connaissance, on peut la partager sans que ça nous en enlève. Si cet aspect-là. Non, et souvent tu y gagnes parce que dans ces échanges justement de connaissances, on est toujours dans l'échange pour moi avec les personnes. J'apprends aussi, même des gens que j'accompagne, ils m'apprennent aussi des choses. Donc c'est ça qui est important et donc on s'enrichit de plus en plus. Voilà. L'investissement, c'est aussi important. Des fois, les gens disent qu'un livre à 20-25 euros, c'est trop cher. Par contre, une soirée au resto, beaucoup plus cher, c'est dans les moyens. Alors, je dis pas qu'il faut jamais aller au resto, mais après, il y a des choix à faire. Voilà, ce qu'on fait de son argent, ce qu'on fait de son temps, ce qu'on fait de son énergie, tout ça, c'est dépenses ou investissement.
Ouais, alors là-dessus, ce que tu en fais, c'est bien. C'est vrai que acheter des livres, faire grandir sa connaissance, c'est bien. Maintenant, je trouve souvent, il y a un autre, et là je veux parler des déblocages et peut-être la procrastination, des choses comme ça, moi sur lesquelles je travaille, c'est après de passer à l'action et de faire les choses. C'est bien de lire un livre, mais si tu fais pas, ben, tu vas Tout à pas y fait. arriver. Tu peux lire un livre pour apprendre à faire du vélo, tant que tu montes pas sur le vélo, ben, ça va être compliqué. Ah oui, des fois, le livre donne envie d'aller plus loin et de partir C'est en ça. formation, en stage. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi, on est tous des gens qui ont plein dans leur bibliothèque, plein de livres de développement personnel, et qui les lisent les uns à la suite des autres, mais voilà, sans jamais mettre en pratique. Et je pense que des livres de genre, ça se lit, ça se relit déjà. Aussi, ça se met en pratique, où il y a des exercices. Alors, juste, ouais, je trouve qu'il y a moi, j'ai vu une grosse différence entre les livres, les programmes que j'ai suivis, les formations que j'ai suivies. C'est vraiment la différence avec l'accompagnement, le coaching, parce que là, tu es en interaction avec quelqu'un et tu fais beaucoup plus parce que tu te fixes des objectifs, parce que tu as quelque chose, tu es en interaction avec cette personne et donc il te pousse, il te fait voir un angle différent et ça t'amène à aller vraiment plus loin. Moi, ça a vraiment changé ma vie à partir du moment où je me suis fait coacher, où je me suis fait accompagner dans la puissance des choses et dans la mise en action des choses, c'est vraiment, il y a une grosse différence. C'est aussi pour ça que je continue à me faire coacher, que je continue à me faire accompagner, parce que voilà, je pense que l'humain a besoin de ça, parce que sinon, bah, on laisse faire la vie, les autres choses, on laisse de côté le livre, comme tu le dis, on en a peut-être plein, vous en avez peut-être plein dans votre bibliothèque, mais combien vous en avez lu, combien vous en avez mis en application, voilà, c'est vraiment cette grosse différence, je trouve. Voilà, ouais, très bien. Bon, souvent, moi, c'est la démarche que j'ai faite. Mon expérience, c'est que j'ai commencé par lire des livres, puis à un moment, en me disant, bon, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Donc, je suis parti en formation, je me suis aussi accompagné. Et c'est vrai que là, on passe à un autre niveau. Et souvent, en formation, et ce qui est aussi intéressant, c'est l'interaction avec les autres, bon, évidemment avec le formateur, mais aussi avec les autres stagiaires. Et voilà, là, C'est ça. puis bon, puis quand on commence, on a toujours envie d'aller plus loin. C'est mon expérience. De dire, j'ai commencé un beau chemin. Voilà. Ce qui n'empêche pas de lire des livres après, dans la vidéo, mais en effet, la mise en action, le passage en action est indispensable au changement. Et puis c'est ça qui est gratifiant, en fait. Et voilà, je me suis mis en action, j'ai bougé, et voilà. Ça, c'est important. Alors justement, est-ce que tu as des recommandations je sais pas, sur des livres, des podcasts, des vidéos, Alors, pourraient... en livre, en livre, j'ai beaucoup aimé sur l'hypersensibilité. J'ai lu Tomario. Oh, mince, comment? J'ai perdu son nom. Euh, Thomas Zella, son prénom. Ah mince, pourtant j'ai fait une interview de lui, Saverio Tomasella. Saverio Tomasella, j'ai fait une interview de lui sur ma chaîne YouTube, tu vois, et j'ai perdu son nom. J'ai beaucoup aimé ses livres, mais les livres romancés sur l'hypersensibilité. J'ai trouvé ça beaucoup plus touchant et du coup ça m'a marqué plus que ces livres où on explique, où on fait des trucs, enfin finalement avec des faits, des trucs scientifiques, et on oublie assez vite. Alors que l'histoire, là, il raconte l'histoire d'une femme et puis après l'histoire de son fils. J'ai trouvé ça super, ça s'appelle à fleur de peau et je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Je trouve que il était très bien. Et bon, connaissant Saverio aussi, c'est une belle personne que j'aime beaucoup. Après, des podcasts, il y en a plein, il y a plein de choses. En livre, je dirais que moi, un livre qui m'a marqué, c'est aussi Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Un grand Ça classique. m'a vraiment fait prendre conscience que, ah oui, d'accord, je vois les profils, je me suis vu moi, j'ai beaucoup plus compris mon mécanisme de fonctionnement, comment ça se passait avec ces émotions. Et ça a été vraiment une révélation. Voilà.
Ça, c'est vraiment les trucs. Après, vous trouverez, si vous cherchez, de toute façon, suivez votre intuition, elle va vous amener au bon endroit. Et puis, je dirais que dernièrement aussi, je me suis intéressé à l'human design et j'ai trouvé aussi que c'était quelque chose, ça vous trouverez, il y a des livres, il y a des personnes, il y a une personne que j'aime bien qui s'appelle Fanny Bérébi qui travaille là-dessus, qui est assez marrante aussi, qui je m'entends bien. Et ça a été vraiment aussi une révélation parce que c'est un outil qui peut être très très puissant, on peut aller très profondément, très loin quand on connaît comme elle ou comme des gens dont c'est la profession, on peut vraiment aller très loin. Mais déjà avec les bases, on trouve aussi justement encore à mieux se connaître, à mieux se comprendre, savoir notre fonctionnement, savoir justement notre émotionnel, comment on apprivoiser, comment écouter cet instinct un petit peu mieux. Je trouve que l'human design est très intéressant et au niveau professionnel, business aussi, voilà, il nous permet de comprendre, ah oui, moi je travaille comme ça, ou dans les équipes, ben, il y a un tel travail comme ça, l'autre travaille comme ça, et donc si on les met ensemble, ça va avoir une belle synergie, et voilà. Et au contraire, si tu mets cette personne-là avec cette personne-là, ça va coincer, ça va être difficile. Donc voilà, je trouve que c'est un très bel outil aussi. Donc pour te retrouver, donc, tu as ta chaîne YouTube. Alors, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai ma page Facebook, donc vous tapez Olivier Combe avec un S, Adieuphobe, ou voilà, j'ai un site internet aussi qui s'appelle Sophronerty, donc pour les deux méthodes, comme je vous ai dit. Donc vous pouvez me trouver, voilà, vous trouverez, vous allez voir les vidéos, si ça vous parle, ou sur ma page Facebook, si tout ça vous parle, eh bien voilà, vous pouvez très simplement, donc ensuite, c'est de réserver un appel avec moi. Si vous avez une problématique, un blocage émotionnel, si vous avez une peur, une phobie, eh bien, on règle ça rapidement. Je vous invite voilà, à réserver un appel pour qu'on puisse en discuter tranquillement et voir, comme je le disais, si je suis la bonne personne et si ça matche bien entre nous, parce que le feeling, vous l'avez compris, chez moi, c'est important. Donc, voilà. Alors, le feeling dans un accompagnement, c'est très, très, très important. Ça match ou ça matche pas, comme on dit dans Top Chef aussi. Voilà, mais voilà, c'est hyper important. Et, l'humain est super important. Écoute, merci Olivier pour ces échanges très intéressants. Puis, merci à toi, merci à ta communauté. Voilà, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. En tout cas, merci pour cette invitation, pour ce sujet aussi qui me passionne et qui est hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que les gens ont appris des choses. Et on a pu leur apporter quelques bons conseils. D'accord. Merci Olivier. Puis, autrement, vous pouvez retrouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, poser des questions. Ça me fera toujours plaisir plus vers de l'interaction avec vous. C'est important. Le dialogue, c'est important. Allez, à bientôt pour une autre interview. Puis au revoir Olivier.